Le détroit des tempêtes. Paragraphe 1. La mission. Le Kraken's Wake fendait les vagues comme une lame bien affûtée. Sa coque noire, faite d'un alliage rare de bois d'abyssier et d'acier forgé, résistait mieux que n'importe quel autre navire aux morsures de l'océan. Sa voilure triangulaire, gonflée par un vent rugissant, l'emportait vers le sud-ouest, droit vers la frontière du connu, le détroit des tempêtes. Un nom qui, même parmi les navigateurs les plus aguerris, était murmuré avec crainte. À la barre, la capitaine Iliana Vorn observait l'horizon avec des yeux de granit. 32 ans, silhouette longiligne, cheveux rasés sur un côté et tressés de l'autre. Elle portait la veste longue d'un capitaine de l'Alliance navale, mais laissait souvent les boutons ouverts pour que le vent fouette librement sa tunique de cuir. Sa main gauche, une prothèse articulée en cuivre et os de craque, cliquetait légèrement chaque fois qu'elle resserrait sa prise sur le gouvernail. « On entre bientôt dans la zone grise, capitaine, » annonça Malco, le cartographe. Petit homme chauve avec des lunettes si épaisses qu'elles semblaient faites pour percer les brouillards marins, il tenait un astrolabe vibratile qu'il consultait toutes les 10 minutes. Iliana hocha la tête. Cap plein sud pendant encore 2 heures. Après, on s'en remet aux dieux et aux cartes. À ses côtés, Lyrien, la mécanicienne, surgit du ventre du navire couverte de suie. Elle avait à peine 20 ans, mais ses doigts étaient plus précis que ceux d'un chirurgien. Les turbines secondaires vont tenir, mais pas plus de 2 jours si on les pousse comme ça. Je peux les renforcer avec un peu de poudre de nacre, mais faudra qu'on pêche du poulpe des grands fonds. Iliana laissa échapper un rictus. On ajoutera ça à la liste. Survivre au détroit, cartographier l'impossible et chasser un monstre pendant qu'on y est. Le navire tanguait sous une houle croissante. L'air avait cette odeur d'ozone et de sel que seuls les navigateurs expérimentés reconnaissaient comme annonciatrice de chaos. Le ciel, qui jusque-là était d'un bleu limpide, commençait à se charger de masses noires mouvantes, comme si le détroit appelait ses gardiens. « Pourquoi tenez-vous tant à cartographier ce maudit passage, capitaine ?» demanda Malco, le regard rivé à l'horizon. On pourrait contourner les caps de Mirag ou même longer la banquise flottante. C'est plus long, mais moins suicidaire. Iliana ferma les yeux une seconde. Des images la traversèrent. Un homme, une carte déchirée, un journal de bord ensanglanté et une promesse. « Parce que mon père a disparu ici, » dit-elle d'une voix calme. Son navire, l'ouragan céleste, était le premier à tenter la traversée. Il n'est jamais revenu. Mais moi, je le ferai. Je reviendrai, et je saurai ce qui se cache au-delà. Un silence s'abattit sur le pont. Même le vent sembla se suspendre un instant. Le détroit des tempêtes n'était pas qu'une zone maudite. C'était un gouffre de légendes. Des créatures colossales, des vents qui hurlaient comme des âmes en peine, des anomalies magnétiques capables de faire fondre les boussoles. Tout cela, consigné dans de vieux grimoires, transmis par des marins à moitié fous dans les tavernes des ports. Mais personne n'avait jamais ramené la preuve, jusqu'à aujourd'hui. Iliana s'approcha de la table de navigation. Le parchemin principal, une carte vide encadrée de coordonnées approximatives, n'attendait que les annotations du voyage. Chaque mètre parcouru serait consigné, chaque profondeur mesurée, chaque îlot inconnu répertorié. Une mission de l'Alliance navale? Officiellement. Mais pour Iliana, c'était bien plus qu'un devoir militaire. C'était un pèlerinage. « Contact à l'est !» hurla la vigie. Tout levèrent les yeux. Une forme noire venait de percer la surface à 500 mètres du navire. Massive, lisse, immobile comme une île, mais bien vivante. « Crac !» cria l'Irienne. Mais ce n'était pas un crac ordinaire. Celui-ci avait des excroissances dorées sur les flancs, comme des balanes scintillantes. Et il émettait une lueur verte depuis ses tentacules immergés. Le monstre ne bougea pas. Il observait. Iliana brandit sa longue vue. Il nous jauge. Il sent que nous entrons sur son territoire. « On fait quoi ?» demanda Malco, déjà pâle comme un linge. La capitaine prit une grande inspiration. « On continue, lentement. Ne le provoquez pas. Si le détroit veut tester notre détermination, il n'a qu'à nous avaler. Mais moi, je n'arrêterai pas là. » Et le Kraken's Wake, avec un grincement métallique, reprit sa route, lentement, majestueusement, vers l'inconnu, l'entrée dans le détroit. Le Kraken's Wake franchit la ligne invisible qui séparait les mers cartographiées du détroit des tempêtes. Immédiatement, les vents changèrent.
Pas en intensité, mais en tonalité. Le sifflement du vent devint plus aigu, plus perçant, comme un chœur lointain de voix morte. Les voiles claquèrent soudain, et les cordages se tendirent sous une pression venue de nulle part. « Stabilisez les vergues !» hurla Iliana, sa prothèse métallique claquant contre la rambarde alors qu'elle reprenait la barre. « On tient cap sud. Bordel. Pas un degré de dérive. » L'équipage réagit avec efficacité, tirant sur les manœuvres, resserrant les nœuds. Le second, Corun, un colosse aux bras tatoués de motifs runiques, monta sur la dunette avec la grâce d'un fauve. Le vent tourne en spirale, capitaine. On est pris dans un système inversé. Si on ne compense pas vite, on va être aspiré dans un vortex. Virez les voiles principales. Passez sur turbine de flanc. Lyrien, donne tout ce que t'as. La jeune mécanicienne disparut dans les entrailles du navire sans répondre, et quelques secondes plus tard, un grondement sourd monta du plancher. Les turbines rugirent, vomissant des gerbes d'eau fumante de chaque côté de la coque. Le navire s'arracha lentement à la spirale invisible qui menaçait de le happer. Mais déjà, l'océan changeait de visage. L'eau, autrefois d'un bleu profond, devenait gris acier. Des reflets mauves, comme des éclairs liquides, zébraient la surface. À l'horizon, des colonnes d'orage se dressaient, démesurées, effleurant le ciel comme des piliers d'une cathédrale engloutie. L'air lui-même vibrait. « Regardez là-bas !» murmura Malco, les yeux grands ouverts derrière ses lunettes. Un archipel inconnu émergeait du brouillard. Des îles acérées comme des dents, noires, couvertes de végétation phosphorescente. Des ruines étranges s'élevaient çà et là, des obélisques fendus, des ponts suspendus dans le vide, des temples de pierre nue. Mais surtout, une aura. L'impression que cet endroit, pourtant jamais cartographié, avait été bâti par quelque chose ou quelqu'un. « L'île de Kailos », souffla Iliana. Mon père en parlait dans son journal. Il disait qu'un courant surnaturel l'avait repoussé avant même d'approcher. Corun fronça les sourcils. Ça ressemble plus à une forteresse qu'à un port. Et regarde ces cieux. Des nuages en spirale tournaient lentement au-dessus de l'archipel, mais sans descendre. Ils semblaient maintenus à une hauteur précise, comme suspendus par une main invisible. De l'énergie pure crépitait dans l'air. Un éclair fusa. Pas du ciel, mais de l'eau. Une silhouette jaillit à moins de 100 mètres du navire. Un serpent de mer immense, au cou hérissé de crêtes argentées, sa gueule hérissée de crocs luminescents. Il s'éleva dans les airs dans un sifflement strident avant de retomber en claquant la mer d'un coup de queue qui souleva une vague gigantesque. « Au canon !» hurla Iliana. Les canonniers, déjà sur le qui-vive, pivotèrent les affûts latéraux. Des projectiles d'éclats de corail et de feu-foudre fusèrent en direction de la bête. Le serpent esquiva avec une aisance surnaturelle, replongeant dans l'eau avec un geyser grondant. Là-dessous, il tourne autour de nous. Un coup sec ébranla la coque, puis un deuxième. Il nous teste, grogna Corun. Il ne frappe pas encore, il cherche nos failles. La bête surgit à nouveau, cette fois plus près, et cracha un jet d'acide verdâtre qui frappa l'arrière du navire. Un canon se tordit dans une explosion sifflante, projetant 2 hommes dans les airs. « Lyrienne, refroidis les conduits. Je suis dessus !» cria la jeune femme à travers l'intercom de cuivre. Iliana, elle, attrapa un harpon suspendu près du poste de manœuvre. Ce n'était pas un simple harpon, mais une arme ancestrale, la lance de Delkir, transmise par les grands navigateurs de l'Ancien Monde. Sa pointe, vibrante d'une énergie bleutée, pulsait comme un cœur battant. La créature sortit une 3e fois. Iliana se hissa sur le bastingage, banda son bras humain et lança la lance avec toute la rage de sa lignée. Le projectile traversa les cieux, fendit le crâne reptilien avec une précision chirurgicale et explosa dans un éclair bleu. Le serpent hurla, battit furieusement des nageoires et s'effondra dans un maelstrom sanglant. Silence. La mer, un instant plus tôt furieuse, se calma. « Capitaine, » murmura Malco, « vous venez de tuer un léviathan. »« Non, » répondit Iliana, haletante. « Je viens d'ouvrir une porte. » Le sillage du monstre se déchira, révélant une faille dans les vagues. Un courant marin, lisse, éclairé d'un éclat spectral, s'enfonçant entre 2 falaises noires comme le néant. Un chemin, un couloir, le cœur du détroit. L'équipage, blessé mais debout, reprit les postes. Le Kraken's Wake, hurlant comme un dragon métallique, s'engagea dans le passage. Et le monde connu disparut derrière eux. Le labyrinthe englouti.
Le courant spectral guidait le Kraken's Wake comme une flèche tirée dans l'obscurité. L'eau, fluorescente d'un bleu pâle, dessinait un sillage lumineux sous la coque, traçant un couloir qui serpentait entre des parois rocheuses hautes comme des cathédrales englouties. Le ciel au-dessus était invisible, masqué par une brume compacte, dense comme du coton humide. Des filaments de lumière y ondulaient lentement comme des veines parcourues d'électricité. « J'ai l'impression qu'on navigue dans un monde à l'envers », murmura Lyrienne en fixant les falaises autour d'eux. Iliana ne répondit pas. Elle scrutait les parois. Sur les roches luisantes, des marques, des glyphes, des symboles anciens gravés à même la pierre, à demi effacés par les siècles. Ils brillaient faiblement au passage du navire, comme s'ils reconnaissaient une présence. « Ce ne sont pas des marques naturelles, » déclara Malko. Il avait sorti un codex ancien, couvert de notes et d'annotations personnelles. « Ce sont des pictogrammes. Je crois qu'ils sont liés à la civilisation Atlax. Une culture disparue il y a plus de 5000 ans. » « Les Atlax vivaient au sommet de volcans, » répliqua Corun, dubitatif. « Qu'est-ce qu'ils viendraient faire dans un détroit englouti? Sauf si ce détroit n'était pas submergé à leur époque, suggéra Malko. Un grondement fit taire les voix. La mer elle-même vibrait. Le courant ralentissait, et dans la pénombre brumeuse, une immense arche apparut devant eux. Un pont de pierre cyclopéenne reliant deux pans rocheux. Sur sa clé de voûte, une inscription gravée en spirale. Nulla redemptio sine sacrificio. Aucune rédemption sans sacrifice, traduisit Iliana. Elle s'approcha de la table de navigation. Le courant ne poursuivait pas tout droit, mais bifurquait à droite en s'enfonçant dans un gouffre d'encre. Une fosse abyssale. C'est là que le courant veut nous conduire, dit-elle. Un raccourci ou un piège. Corun serra les poings. On pourrait tenter de contourner, longer les parois, trouver une sortie par le nord. Mais Malko hocha négativement la tête. Regardez, une traînée de lumière, des éclats brillants comme des lucioles englouties. Des balises? Non. Des restes, des épaves, des dizaines de navires, disséminés dans la mer Noire. Certains étaient récents, reconnaissables à leur voilure moderne et leurs turbines d'acier. D'autres, bien plus anciens. Il y avait un galion aux voiles putréfiées, un brise-glace impérial, une frégate pré-technologique, et même, Iliana sentit son souffle se couper, un navire arborant le même blason que celui de son père. « L'ouragan céleste, dit-elle, la gorge serrée. Il est là. » Le navire, semi-éventré, reposait à demi enfoui sur une corniche rocheuse. Son mât principal était brisé net, mais la proue conservait une statue intacte. Un hippocampe ailé sculpté dans l'onyx. Exactement comme dans les carnets de son père. « On descend, » déclara Iliana d'un ton ferme. « Je veux voir ce qu'il y a à bord. » Elle prépara une équipe réduite. Corun, Lyrienne et elle-même. Munis de combinaisons de plongée renforcées, de respirateurs et de lampes arcanothèques, ils s'attachèrent à la plateforme descendante, hissée au moyen de treuils hydrauliques. Une fois immergés, la température chuta brutalement. Le silence des abysses était total. Pas un bruit, pas un remous. Seul le faisceau de leurs lampes perçait l'obscurité. Ils atteignirent la coque de l'ouragan céleste, au bout de quelques minutes. La structure tenait miraculeusement debout. Iliana poussa une écoutille rouillée qui céda dans un grincement lugubre. À l'intérieur, les cloisons étaient couvertes de mousse noire et de coraux pâles. Des objets flottaient encore. Une boussole, un sablier fissuré, un journal de bord attaché par des chaînes d'or. Iliana l'attrapa. Sur la couverture, un nom gravé, Capitaine Velram Vorn. Son père. Elle l'ouvrit lentement. L'écriture tremblait sur les dernières pages. Le détroit est vivant. Il pense. Il attire. Il juge. Certains sont choisis, d'autres rejetés. Les monstres ne sont que des symptômes. Le cœur du détroit est une machine, une conscience, une épreuve. J'ai vu la porte, j'ai refusé de la franchir, j'ai eu peur. Pardonne-moi, Iliana. Peut-être seras-tu plus courageuse que moi. Un frisson remonta l'échine de la capitaine. Une machine? Une conscience? Cela dépassait tout ce que l'Alliance savait. Elle se retourna, mais au même instant, une vibration traversa la structure de l'épave. Des échos sourds. Quelque chose approchait. Corun, Lyrienne, on remonte. Maintenant. À travers le hublot brisé, une ombre passa. Massive, cyclopéenne. Des yeux comme des phares antiques fixèrent la coque. Puis une griffe, immense, osseuse. Elle agrippa le flanc de l'épave. La créature n'était ni poisson, ni serpent, ni craque.
C'était humain. Un colosse marin, au corps couvert de corail et de chaînes brisées. Un titan oublié, émergeant d'un rêve ancien. Il ouvrit la bouche et un chant abyssal résonna dans l'eau. Une plainte infinie, douloureuse, irréelle. Iliana activa son grappin dorsal et la plateforme les remonta d'urgence. En dessous, l'épave de l'ouragan céleste s'effondra lentement, engloutie dans les ténèbres. Le titan, lui, ne les poursuivit pas. Il observait simplement. Et attendait. La porte des anciens. Le silence à bord du Kraken's Wake était absolu. Les membres de l'équipage transi regardaient Iliana revenir de l'abysse, le visage pâle, les yeux comme hantés par ce qu'elle avait vu. Le journal de son père, maintenu contre sa poitrine, semblait irradier une chaleur étrange malgré sa couverture trempée et ancienne. La capitaine monta sur la passerelle sans dire un mot. Corune fut le premier à rompre le silence. C'était quoi, ce géant? Iliana, les mains crispées, regarda droit devant elle, vers l'ouverture du gouffre marin encore visible dans la brume. Ce n'était pas une créature. C'était un gardien. Elle déposa le journal sur la table de navigation, l'ouvrit à la dernière page et lut à haute voix. Le cœur du détroit est une machine, une conscience, une épreuve. J'ai vu la porte. Elle releva les yeux. Mon père a refusé de la franchir. Moi, je vais la trouver. Tu veux affronter ce truc? S'exclama l'Irien, encore tremblante. On a vu une épave de 100 tonnes s'effondrer comme un coquillage. Iliana serra les mâchoires. Il nous a laissé partir. Il aurait pu nous broyer. Il voulait qu'on voie. Et tu veux quoi maintenant? Qu'on navigue droit dans la gueule de la chose? Malko s'approcha, hésitant. Ce courant, il n'est pas aléatoire. Il nous guide, vers un point précis. Les glyphes Atlax, les épaves, le serpent, tout ça n'était qu'une suite de seuils, des portes, comme les cercles concentriques d'un rite initiatique. Corune grogna. Une initiation à quoi? À mourir en silence? Mais Iliana montrait la carte, sur laquelle elle traçait les relevés depuis leur entrée dans le détroit. Chaque virage du courant spectral, chaque bifurcation, chaque anomalie formait un motif, une spirale. Et au centre, un îlot, inconnu, jamais mentionné. Voilà la destination, murmura-t-elle. Le Kraken's Wake reprit sa course, propulsé doucement par le courant surnaturel, comme une feuille glissant sur une rivière enchantée. Les falaises s'écartèrent, et la brume se déchira lentement, révélant un ciel noir constellé d'éclats violets. Au centre de cette mer circulaire flottait une île, haute, étroite, surmontée d'un dôme de pierres noires craquelées. Autour, des statues géantes gardaient les flancs rocheux, des silhouettes humaines au visage sans yeux, les bras tendus vers le ciel. Iliana sentit son cœur se serrer. Cette île, elle l'avait vue. Dans un rêve, ou une vision. Elle ne savait plus. Le navire accosta sur un quai de basalte, sculpté directement dans la roche. Une rampe sinueuse s'élevait vers le sommet, bordée de colonnes érodées et de lanternes cristallines qui s'allumaient au passage de l'équipage. Personne ne parlait. Tous étaient saisis par une force invisible, une atmosphère de temple ou de tombe. Au sommet, le dôme se révéla être une salle circulaire, au sol gravé de constellations et de cercles concentriques. Au centre, la porte. Elle n'était ni métallique, ni de pierre. C'était une surface plane, translucide, pulsant d'un bleu froid. Elle semblait vivante, comme si elle respirait. Des veines d'énergie la parcouraient en spirale. Sur sa circonférence, des symboles Atlax tournaient lentement, changeant de forme. Iliana s'approcha. Le journal de son père vibrait dans sa main. Lorsqu'elle le posa sur un piédestal au bord de la salle, la porte se mit à luire plus intensément. Une voix ancienne, impérieuse, résonna alors dans toutes les têtes. Sang de l'explorateur, héritière du savoir, l'épreuve finale t'attend. C'est une IA, chuchota Malko, une conscience antique, peut-être l'œuvre des Atlax eux-mêmes, une machine construite pour protéger un secret. Ou pour enchaîner un démon, marmonna Corune. La porte se fissura doucement, dévoilant un passage lumineux. Iliana fit un pas en avant, mais la voix retentit à nouveau. Un seul peut franchir. Le prix du savoir est l'oubli, le sacrifice est la clé. Elle se retourna. Ses compagnons la regardaient silencieux. « Je dois y aller seule, dit-elle. C'est ce que voulait mon père. C'est pourquoi il a échoué. Il n'a pas osé franchir seul. » L'Irien s'avança, les yeux embués. « Reviens. Peu importe ce qu'il y a derrière. Reviens. » Iliana lui serra brièvement l'épaule. « Je reviendrai. Ou alors, vous saurez que j'ai vu l'autre côté. » Elle franchit la porte.
Un flot de lumière l'enveloppa. Des sons, des images, des mémoires se mêlèrent. Elle tomba ou flotta. Elle ne sut jamais. Des paysages défilèrent devant elle, des océans inversés, des cités de verre, des planètes au ciel doré, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des voix en cascade. Puis une dernière vision. Un monde, le leur. Mais avec des routes claires à travers les mers, des civilisations florissantes, des machines ailées survolant des archipels. Une version possible de leur avenir. Puis la lumière s'éteignit, et Iliana réapparut. Sur le pont du Kraken's Wake, le vent s'était arrêté. Le ciel s'était éclairci. La mer était redevenue paisible. Et sur l'île, la porte avait disparu. Mais elle était là. Debout, vivante. Et dans sa main, un objet, une sphère cristalline contenant une carte tridimensionnelle de tout le détroit des tempêtes. Le retour des vivants. Le Kraken's Wake fendait les eaux redevenues limpides avec une aisance surnaturelle. Il n'y avait plus de tempête, plus de courants spectrales, plus de brume malveillante. Le détroit, une fois traversé, semblait s'être rendu, comme si le monstre avait fermé les yeux pour un instant de repos. Les falaises s'étaient effacées, et derrière eux, l'île et ses statues avaient sombré dans l'océan sans bruit. Mais la mer n'était pas vide. Elle brillait. Des balises translucides flottaient là où jadis des épaves dérivaient. Des fragments de la porte, des balises de mémoire. Iliana n'en savait rien. Mais la sphère qu'elle tenait dans ses mains vibrait doucement, guidant le navire comme une boussole intelligente. Elle avait vu la carte. Des centaines d'îles jamais repérées, des routes secrètes, des vortex stables et même des emplacements où des civilisations oubliées auraient laissé des vestiges. Le détroit des tempêtes n'était pas une malédiction. C'était une serrure. Et elle avait trouvé la clé. Cette carte, elle est organique, disait Malko, fasciné, en observant la sphère cristalline. Elle s'adapte, elle pulse à mesure que nous avançons. Elle apprend, elle pense. Comme la porte, murmura Iliana. Lyrienne, occupée à recalibrer les turbines pour la traversée de retour, lança un regard par-dessus son épaule. T'es revenue, mais t'es pas la même. Je me souviens de tout, dit Iliana. Des voix, des images, des routes, mais pas de moi-même. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir laissé quelque chose derrière. Coron, silencieux depuis leur départ de l'île, se tenait sur la proue, scrutant l'horizon. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était grave. Tu as payé le prix. La porte l'avait dit. Le sacrifice est la clé. Elle acquiesça, le regard tourné vers l'Est, vers le monde connu. J'ai oublié qui j'étais, pour comprendre ce que je devais devenir. Le retour vers la civilisation fut étrangement rapide. Ce qui avait été une épreuve de plusieurs jours à l'aller fut parcouru en quelques heures. La mer s'ouvrait d'elle-même, comme si la sphère dans la main d'Iliana effaçait les barrières anciennes. Les monstres, jadis si agressifs, se contentaient d'observer, tapis dans les profondeurs. Le serpent fendu, le léviathan gardien, le titan des abysses, aucun ne reparut. Lorsque le Kraken's Wake franchit les limites cartographiées de la mer du Sud, un silence encore plus pesant tomba. Le monde les attendait. Le port de Velkaris était noyé dans la lumière dorée du matin lorsqu'ils accostèrent. Des dizaines de navires, des dirigeables maritimes, des drones volants marins, tout l'arsenal de l'Alliance navale les attendait. Une armada pour retrouver un navire perdu et accueillir l'impossible. La foule se pressait sur les quais. Des soldats, des explorateurs, des érudits, des journalistes. L'amiral Nazca en personne était venu. Iliana descendit la passerelle, droite, calme, le journal de son père dans une main, la sphère dans l'autre. L'amiral s'approcha. Une femme sèche, au port altier, les cheveux d'acier noués sous un tricorne blanc. « Capitaine Vorn, vous avez réussi. J'ai vu le détroit. J'ai cartographié ses veines. » Nazca fixa la sphère, ses yeux brillants d'une lueur presque avide. « Ce que vous ramenez est plus que de l'or. C'est le savoir des anciens. L'Alliance fera bon usage de cette carte. » Iliana referma sa main sur la sphère. Elle ne vous obéira pas. Elle ne répond qu'à celui qui a franchi la porte. Elle est liée. Un murmure courut dans l'assistance. L'amiral s'avança d'un pas. « Et vous obéirez à l'Alliance, capitaine. » Un silence tendu. Puis Iliana leva le journal de son père. L'Alliance l'a envoyé sans soutien. Elle l'a oublié. Moi, je n'oublierai rien. Ce que j'ai vu là-bas n'appartient à aucun empire. C'est le legs de l'humanité tout entière. Elle fit demi-tour. Corun, Lyrienne et Malko la rejoignirent.
L'équipage, loyal, suivit sans hésiter. Ils regagnèrent le Kraken's Wake, les amarres encore à peine posées. L'amiral lança un ordre sec. Mais déjà, les turbines rugissaient. Le navire se détacha du quai avec une grâce irréelle, effaçant sa trace dans l'eau comme une ombre dans la lumière. « Où va-t-on » demanda l'Irienne. Iliana ouvrit la sphère. Des routes s'illuminèrent. Certaines menaient vers les pôles, d'autres vers des arches sous-marines. Une, en particulier, clignotait doucement, une ligne filant vers le grand continent austral, là où personne n'avait jamais navigué. « Vers la prochaine porte », répondit-elle. Elle leva les yeux et un sourire lui effleura les lèvres. Le ciel était clair, la mer immense, et au loin, l'horizon brillait d'un éclat nouveau.